Bienvenue dans ce journal permanent spécial législatif sur LCI. Premier chiffre de cette élection, c'est la participation. Et elle est à la baisse, 21,06% contre 22,56% à la mi-journée par rapport au premier tour de 2007. Information du ministère de l'Intérieur où on retrouve Amandine Atalaya pour LCI. Et ce chiffre de la participation est faible, c'est 21,06% à midi. Comme assez souvent, les législatives mobilisent moins que la présidentielle. Et à titre de comparaison, par rapport à 2007, c'est encore moins. Le taux de participation à la même heure à midi était alors de 22,5%. Au final, en 2007, le taux de participation définitif avait été de 60%, autrement dit 40% d'abstention. Et c'était alors le record sous la Ve République. Ce taux d'abstention, on le disait, il est clé puisque de lui dépendent le nombre de triangulaires. Les partis politiques, à vrai dire, s'attendaient à une abstention assez forte. Ils ont tenté de mobiliser les Français, mais sans y mettre beaucoup d'énergie. Et la campagne, globalement, a été assez atone et plutôt fade dans l'ensemble. Rappelons en tout cas que les bureaux de vote ont ouvert à 8h. Ils fermeront en règle générale à 18h, sauf dans les grandes villes où il est possible d'aller voter jusqu'à 19h ou 20h. Et justement, les votes. Regardez, François Hollande a voté un peu après 11h, c'était à Tulle, dans son fief corrézien. Le chef de l'État était seul pour accomplir son devoir de citoyen avec une longue séance de signature à l'arrivée et de bisous à la sortie. Ségolène Royal, pour sa part, votait à La Rochelle, en Charente-Maritime, là où elle est candidate. Et puis un vote rapide cette fois à Auteuil, dans le 16e arrondissement de Paris, pour l'ex-président Nicolas Sarkozy. Il est venu accompagné de son épouse Carla Bruni Sarkozy, juste à côté de leur domicile dans la capitale. Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais. Elle était accompagnée de Steve Briouat, qui laboure pour elle la circonscription. Et puis l'un de ses adversaires, le candidat du Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon, qui lui vote à Paris, est bien présent ce dimanche à Hénin-Beaumont. S'il n'est pas venu remettre de bulletin de vote, il est allé faire le tour de certains bureaux. Les premiers résultats à tomber avant même 20h, ce seront ceux d'Outre-mer où le scrutin est clos déjà, hormis à La Réunion et à Mayotte. Pour l'instant, on dispose de résultats sur la participation. Elle est globalement assez faible et c'est assez traditionnel. 30% en Guyane, 38,51% en Guadeloupe, 53,55% en Saint-Pierre-et-Miquelon ou encore 63% pour Wallis et Futuna. Alors s'il n'était que 2 à départager il y a un mois, ils sont nettement plus nombreux aujourd'hui, quelques 6600 postulants pour 577 sièges de députés. C'est un chiffre qui s'explique notamment par le système de financement des partis. Alison Tassin. Apporter sa voix à un candidat, c'est aussi mettre de l'argent dans les caisses de son parti. 1,60 € par vote chaque année durant les 5 ans que dure la législature, à condition tout de même que le parti récolte au moins 1% des voix dans 50 circonscriptions. Les candidatures sont donc nombreuses, 6600 cette année, soit environ 11 par circonscription. Et une fois élu, le parlementaire rapporte 42 000 € par an. Une manne financière pour des partis au portefeuille vidé par une présidentielle coûteuse. PS et UMP ont atteint le seuil de 22 millions d'euros de dépenses. La moitié seulement leur sera restituée. Ces futures subventions sont même vitales pour les plus petits partis. N'ayant pas atteint les 5% nécessaires au remboursement, les Verts comptent sur cette élection. Tout comme le Front National, dans une situation financière difficile, le parti frontiste a déjà été obligé de vendre son siège historique l'an dernier. FN et Verts, qui touchaient un peu moins de 2 millions d'euros de subventions, 10 à 15 fois moins que les deux partis majoritaires. Édition spéciale sur LCI à partir de 18h avec tous nos spécialistes et nos invités. Dans l'actualité de ce dimanche, il y a aussi l'arrivée à Kaboul, en Afghanistan, du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Il s'y rend à la demande du chef de l'État au lendemain de l'attaque des talibans qui a tué 4 militaires français et en a blessé 5 autres, dont 3 sérieusement. Le chef de l'État a annoncé un hommage national. Il sera organisé jeudi. Cet attentat suicide intervient 15 jours après l'annonce par le chef de l'État du retrait anticipé des troupes combattantes. Ce sera chose faite d'ici 6 mois. Audrey Poiret. Le retrait anticipé des troupes françaises est prévu pour la fin de l'année. Pourtant, début 2013, 1 millier de nos soldats devraient toujours être présents sur le territoire, principalement pour rapatrier le matériel et former la police locale.
En 2014, l'armée afghane devra assurer seule la sécurité du pays et d'ici là, l'objectif est de redonner de l'autorité aux responsables afghans. Aujourd'hui, il y a un pouvoir organisé, élu, il y aura une nouvelle élection en 2014, et il y a une armée afghane qui existe, que nous contribuons à structurer et à former, et il faut qu'à la fin de la transition, c'est une période très difficile, la responsabilité afghane soit assumée, c'est là notre mission. Selon certains experts, l'Afghanistan, avec son chômage endémique, son gouvernement accusé de corruption et sa production massive de drogue pourrait, sans mesure d'accompagnement, facilement basculer dans le chaos. Pour l'éviter, la formation mais aussi l'aide internationale promise sera essentielle. Il faudra plus de 4 milliards de dollars par an pendant 10 ans pour soutenir l'armée et la police afghane. La nuit a été calme à Villiers-le-Bel où 2 jeunes ont été blessés en scooter lors d'un contrôle de police. Hier, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, demande que toute la clarté soit faite sur cette affaire. Il s'est rendu au chevet du jeune le plus sérieusement atteint. Les patrouilles avaient été renforcées dans la foulée. En Espagne, communication de crise. Le chef du gouvernement, Mariano Rajoy, a tenu une conférence de presse. Un dimanche, c'est rare. Le but, expliquer que son équipe a évité à Madrid une intervention extérieure, sous-entendue comme celle du FMI et l'Union européenne en Grèce. La zone euro a en effet décidé de renflouer les banques ibériques de 100 milliards d'euros. À une semaine des législatives grecques, il fallait d'abord rassurer les marchés et puis la population qui craint un nouveau tour de vis fiscal. Explication de notre correspondante à Madrid, c'est Marie Bolinches. Ce matin, toute la presse espagnole fait sa une sur le plan de sauvetage de l'Eurogroupe. Plutôt marqué à droite, le quotidien El Mundo parle d'un sauvetage sans humiliation, c'est-à-dire sans contrepartie politique de Bruxelles, comme c'était le cas de la Grèce par exemple. Mais pour autant, cette aide de l'Europe ne sera pas sans conséquences sur la population espagnole. Le quotidien de centre-gauche El País parle d'un véritable traumatisme psychologique qui marque un avant et un après dans les relations entre l'Espagne et l'Union européenne. À présent, toute la presse espagnole attend dès demain la réaction des marchés financiers. Enfin, elle évoque l'arrogance de Mariano Rajoy. Dans sa conférence de presse de ce matin, le Premier ministre espagnol a estimé que grâce à ses réformes, grâce à sa politique d'austérité, eh bien, le gouvernement espagnol était parvenu à empêcher un scénario à la grecque et donc une mise sous tutelle de l'Espagne par l'Europe. Un nouveau dimanche endeuillé pour les chrétiens au Nigeria avec une explosion qui a fait de nombreuses victimes tout près d'une église où se déroulait une messe. Ça s'est passé à Jos, dans le centre du pays. Le mode opératoire fait évidemment penser aux islamistes de Boko Haram. Et puis aux États-Unis, une fusillade a impliqué des joueurs de football américains. Ça s'est passé à Auburn, c'est dans l'Alabama. Dans un immeuble d'habitation, il y a plusieurs victimes mais pas de bilan officiel. On a peu de précisions. Simplement, la police a, vous le voyez, bouclé la zone. On passe au sport avec cette très belle image, celle de l'épéiste Laura Flessel, qui sera la porte-drapeau de la délégation française aux Jeux Olympiques. Elle a reçu le drapeau tricolore des mains de son prédécesseur, le double champion olympique de canoë Tony Estanguet. Et c'était, vous le voyez, sur le central de Roland-Garros tout à l'heure, juste avant la finale messieurs. Finale qui se jouera peut-être entre les gouttes. Elle est une affiche inédite avec Novak Djokovic, première finale pour le numéro 1 mondial. Face à l'Espagnol, à Rafael Nadal. Et puis évidemment le football, l'Euro. Les supporters du groupe C entrent à leur tour en lice puisque l'Espagne, championne d'Europe et du monde en titre, jouera face à l'Italie. Affiche explosive tout à l'heure à 18h. Et puis l'Irlande un peu plus tard affrontera la Croatie. Quant à la France, eh bien, elle attaque l'Euro demain à 18h face à l'Angleterre. On a appris tout à l'heure que c'est l'arbitre italien à la réputation sévère, Nicola Rizzoli, qui sera au sifflet. Que peuvent espérer les Bleus dans cette compétition? Réponse avec Sylvain Milenvoix. Peuvent-ils encore faire mieux? En battant l'Estonie 4-0 mardi dernier, les Bleus ont enchaîné un 21e match consécutif sans défaite, plus que jamais positif. Je trouve que l'équipe va bien, l'équipe va mieux. C'est bien pour la confiance. Voilà, c'est bien de gagner ces matchs juste avant une grande compétition comme est l'Euro. Les esprits chagrins souligneront les difficultés rencontrées face aux faibles Islandais. Pourtant, les Bleus ont vaincu des adversaires bien plus prestigieux ces 2 dernières années. Ils ont joué l'Allemagne, ils ont joué l'Angleterre, ils ont joué le Brésil. Ils ont joué vraiment des matchs qui étaient délicats. C'est un bon signe. En battant l'Allemagne chez elle, par exemple, la France s'est rappelée au bon souvenir des meilleures nations européennes qui, désormais, se méfient. Cette équipe fait partie des outsiders qui a la capacité à
à surprendre. Vraiment, la force, ça va être ce collectif, ça va être l'ambiance qu'il va y avoir dans cette équipe qui va les faire monter petit à petit dans le rythme. Depuis 2002, au premier tour d'une grande compétition, la France n'a remporté que 3 de ses 15 matchs. Une vraie spirale négative. Pour faire mieux que leurs prédécesseurs, ces Bleus-là tâcheront donc d'en sortir. Et on suivra ensemble en direct sur LCI à 17h15 la conférence de presse du sélectionneur Laurent Blanc. Ce sera en direct de Donetsk en Ukraine. Un mot de Formule 1 aussi, puisque c'est Sébastien Vettel, l'Allemand, qui va s'élancer en pole position à Montréal pour le Grand Prix du Canada. Sur sa Red Bull, il réalise le meilleur temps devant Hamilton et Alonso. Sachez que Romain Grosjean réussit une belle perf puisqu'il prendra la place quand même en 4e ligne. Allez, la suite sur LCI, c'est un nouveau journal. On retrouve Erika Boulet. Très bon dimanche sur la chaîne Info.